Et bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ce Tech Talk and Chill. Ça fait très repas américain. Mac and cheese. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, j'ai un petit peu trop baissé la musique. Je vais mettre un chouïa plus haut. Bonsoir à toutes et à tous, bien évidemment. J'espère que vous êtes en forme pour ce petit mardi déjà. Ça passe vite, hein. Salut Kong. Début de semaine encore, hein, mine de rien, c'est que mardi. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez passé, vous êtes bien reposé, que déjà le lundi ça a bien démarré pour vous, et que voilà, vous êtes dans une bonne dynamique aujourd'hui. Tout se passe bien pour vous. Voilà, vous avez enfin laissé derrière vous les grippes et les angines. On commence petit à petit à en sortir, enfin. C'est pas encore gagné, mais bon, on en sort, c'est déjà pas mal. Pour ma part, écoutez, c'était bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue ce soir. On va faire de l'algo rigolo. De l'algorithme. De l'algorithme en Python. Parce que comme ça, on va se concentrer que sur le côté algorithme. Et ce soir, a priori, pas de maths. En tout cas, pas de Fibonacci ou ce genre de truc j'allais dire tordu, mais non pas du tout. Alors pourquoi je n'ai plus de musique? Si vous écoutez cette rediff, effectivement, vous n'avez pas de musique. Ne cherchez pas, c'est normal. Ah, c'est bon, ça revient. Alors, l'algo rigolo. Hop. Euh, Toc, je vais vous mettre le lien. On va repasser, bien évidemment. Merci Minuit pour le follow. Bienvenue à toi. Hop, allez. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis un petit repo GitHub. Vous trouverez toutes les informations concernant justement, alors défis quotidiens, challenge, algo rigolo. Bonsoir à toi, Minuit. Voilà, vous avez de quoi faire, c'est plutôt sympa. Je me suis un petit peu creusé la tête, un petit peu, mais pas trop non plus, pour vous proposer voilà, un petit peu de texte pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, comment vous pouvez vous organiser pour faire ces petits défis. Voilà, en différentes étapes, ça vous permet de travailler votre logique et votre algorithmie. Donc plusieurs façons de participer. Vous avez le mode logique où vous faites juste que de la logique avec potentiellement du pseudocode. Voilà, ça ressemble à ça. C'est juste du français, il n'y a pas de syntaxe de code particulière, c'est vraiment juste, on écrit en français les différentes étapes. Parce qu'un algorithme, c'est ça. C'est comme une recette, on a différentes étapes à faire dans un ordre précis. Et ben, il faut juste les lister. Et là, c'est pareil, on va avoir un énoncé. Il faut résoudre cette problématique donnée avec différentes étapes. Vous avez donc ça, c'est le mode logique. Le mode apprentissage, c'est ce que moi je vais faire ce soir avec, je choisis un langage que je connais pas ou peu. Python, en l'occurrence, je connais assez peu, même très très peu hein, pour le coup. Ensuite, vous pouvez aller plus loin avec l'optimisation en faisant le plus court et le plus élégant possible. Le mode extension en rajoutant des éléments voilà, par-dessus. Le but, c'est, peu importe le mode que vous utilisez, c'est que ça fonctionne. Et après, si vous voulez vous amuser, des tests unitaires, gestion des cas limites, documentation, etc., si vous voulez pratiquer tous les autres éléments. Hop, je vous affiche ici la liste des petits défis. Alors nous, on en a déjà fait du coup. On a fait déjà les 8 premiers. Donc on va attaquer le neuvième avec les tableaux. Avec notamment jeudi dernier, on a fait les boucles sans boucle, avec une fonction récursive. C'était sympa. Ça fait des bons rappels et en même temps, on a pu voir un peu ce qu'était la suite de Fibonacci. Très intéressant. J'ai fait plein d'erreurs et du coup, ça m'a un petit peu remis des concepts, je veux dire basiques mais simples, genre la compréhension d'une fonction récursive, quel est l'intérêt, comment ça fonctionne et comment la donnée elle remonte, c'est très conceptuel et faut se le mettre en tête, c'est pas simple. Et aujourd'hui, donc, on va faire le neuvième petit exercice, neuvième énoncé. Développer une fonction qui trouve le deuxième plus grand nombre dans un tableau d'entier. Si le deuxième plus grand n'existe pas, tableau avec des valeurs identiques, retournez le plus grand. Et juste avant ça, euh, je vais juste éteindre le chauffage parce que je suis en train de surchauffer, j'arrive.
pensais avoir changé de scène, mais pas du tout. C'est pas très grave. Alors, donc développer, bon voilà. Donc on va avoir un tableau et après, il va falloir comparer les éléments du tableau. Donc on va faire des boucles du coup. On va faire une boucle ici. Qu'est-ce que vous en dites? Alors je vous demande pas votre avis parce que la dernière fois que je me suis fait avoir, on a dû faire des fonctions récursives. Donc non, vous allez voir. Déjà, on va tout mettre à plat. Alors, moi je travaille sur mon terminal parce que je suis sur Linux. Hop là. Alors, au clock, algo défi. Alors, c'est UV init défi 09. Alors, UV, c'est une commande, hein. Là, j'écris une commande qui va me faire fonctionner un programme pour écrire des choses. Et là, en l'occurrence, les choses, c'est créer un projet Python. Hop, et ensuite, j'ouvre mon éditeur. Alors, avant d'écrire le Python, on va tout simplement, excusez-moi, je vais me mettre comme ça, voilà. On va, avant ça, mettre... Alors, tout doit être tout en haut, parce qu'il faut que notre fonction soit lue en premier avant d'arriver sur main. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'énoncé. Comme ça, je l'aurai sous les yeux. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas le droit... Alors, je vais quand même mettre ici. Hop. Je n'ai pas le droit à l'IA, parce que si je lui demande de me faire ça, l'IA, elle va tout me faire, et c'est pas le but. Donc, j'ai le droit à la documentation sur Internet. Je me limite, on va dire, aux méthodes standards. Faut pas qu'il y ait une méthode qui me fasse tout d'un coup, sinon c'est pas intéressant. Et voilà. Et pas de librairie. Tout simplement. Mais bon, là, vu les énoncés, il n'y aura pas besoin de librairie. Par contre, après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir si on demande à une IA, qu'est-ce qu'elle nous donne? Comment elle nous l'écrit? Ça pourrait être sympa, ça, pour comparer. C'est que pour une fois, on commence à l'heure les algos rigolos. Alors, c'est parti. Ouais, alors ça tousse beaucoup encore, hein. On est sur la fin, mais voilà. Il y a toute la famille qui tousse à la maison, vous entendez forcément derrière. Alors, hop. Avant de démarrer d'écrire du code, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire chaque étape. Commencer à être habitué pour ceux qui sont là à chaque TTC. J'aime bien écrire chaque étape les unes après les autres. Alors, je fais pas du pseudocode pour le coup, mais j'écris vraiment les grandes lignes de chaque étape, comme ça permet à mon cerveau de mettre à plat les différentes parties. Donc, vu que ça m'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche, comme on dit, le premier truc que je fais, c'est que bon là, je dois développer une fonction qui trouve le deuxième plus grand nombre d'un tableau d'entier. Donc, dans un premier temps, ce que je dis, c'est OK, la première étape, c'est récupérer le tableau d'entier. Voilà. Ça, c'est ma première étape. Maintenant que j'ai le tableau d'entier, je peux commencer à réfléchir. Donc, il faut que je récupère le deuxième plus grand. Donc, ça veut dire qu'il faut que je compare chaque élément. Donc, parcourir le tableau. Hop. Et alors là, il va falloir comparer euh, on va dire, alors je vais l'écrire simplement, les deux premiers éléments et garder le plus grand. Voilà, on peut faire autrement. Parce que ça va être une boucle, donc ça va refaire à chaque fois la même chose. On peut dire, on déclare résulte égale 0. Voilà. Hop. 4. On compare la
première entrée du tableau avec résulte. Si l'entrée, on va comparer, et ensuite, hop, je vais détailler. Hein. Si l'entrée est plus grande, on remplace résulte par l'entrée. Et ensuite, hop, 6, on compare à l'entrée suivante du tableau. Hop, 7, quand le tableau a été complètement parcouru. Ah non, il faut la deuxième plus grande. Ça va pas? Ah non, ça va pas du tout. J'étais en train de chercher la plus grande là. On reprend. Ah, on va presque commencer à faire du tri là. On va presque faire du tri. Je veux pas faire du tri parce que les algos de tri, ils arrivent un peu plus tard. Ah, c'est pas mal là. Si vous avez des idées, vous avez le droit de proposer. Hein. Alors, en fait, il faudrait faire un autre tableau dans lequel on prend les deux plus grands. Et à chaque fois, on compare. Ou alors, on passe deux fois dans le tableau, effectivement, on trouve le plus grand et après, on trouve le deuxième plus grand. En fait, moi, j'aurais fait les deux valeurs les plus grandes. En gros, on crée un tableau à deux entrées. Qui va contenir les deux. Alors, qui va contenir. Alors, on va créer un tableau results où results 0 est la valeur la plus grande et results 1 la seconde valeur la plus grande. Ce qui fait que si on a un tableau, je vais écrire déjà mon tableau ici. Int array égale, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va peut-être pas vraiment mettre dans cet ordre-là, mais 4, 3, 3, 5. En gros, ici, il va parcourir le premier. Le result 0, il sera à 0. Donc, il va le comparer. Il va dire, OK, lui, c'est le plus grand. Donc, cette valeur-là, je la bascule dans result 1. Ensuite, il passe sur le 2. Il dit 2, c'est plus grand que la valeur de result 0. Donc, je bascule le result 0, je le mets dans result 1. Et je mets result 2 à la place. J'arrive à result 4. Il est plus grand, donc je bascule le 2. J'arrive à result 3. Il est moins grand. Ah ouais, mais je vérifie. Il est moins grand, ok. Mais du coup, là, je vérifie s'il est plus grand que lui. Je peux faire ça, en fait. Je fais un double check à chaque fois. Je vais essayer ça. Ça m'a l'air pas mal. Alors, on compare la première entrée du tableau d'entier avec résulte 0. Si plus grand, on le remplace par la valeur
du tableau d'entier et on déplace la valeur de result 0 dans result 1. Hop, 5, 6 plus petit. On compare la valeur avec result 1. Si plus grand, on remplace. Sinon, on passe au suivant. Si plus grand, on remplace. Point. Et là, 6, on passe à la valeur du tableau d'entier suivant. Ça m'a l'air pas mal, ça. Je sais pas si c'est compréhensible, hein, mais moi, dans ma tête, c'est clair. On va le tester et on va faire plusieurs vérifs, hein. Alors, def... le deuxième plus grand nombre, comment on pourrait traduire ça en anglais? Hop, 3. Google Trad. J'aurais dû prendre DeepL aussi. DeepL. Donc, récupérer le second plus grand. Get second largest. Ça m'a l'air pas mal, non? Get second largest. Ici, int array. Donc là, étape 1, récupérer le tableau d'entier. Je le récupère ici dans mon paramètre. À la fin, tu auras le plus grand nombre du tableau. J'aurai les deux. Parce qu'en fait, j'ai mon result, il a deux valeurs dedans. Donc j'aurai juste à récupérer. D'ailleurs, je peux l'ajouter. 7. C'est pas je peux, c'est je dois. Une fois le tableau d'entier parcouru, je récupère je retourne la valeur de results 1. Alors, étape 1, récupérer le tableau d'entier. Il est ici dans mon paramètre. Parcourir le tableau. Donc là, on va faire une boucle for. Donc for integer in int array. Donc là, ça, c'est parcourir le tableau. Ah, mais avant, il faut que je crée le tableau. Ça, il aurait fallu que je le crée avant. Effectivement, c'est pas dans le bon ordre. Ah, results égale. Et ici, on va faire 0,0. On a déjà les deux trucs. Alors, on compare la première entrée du tableau. Donc là, ça va être integer. If integer plus grand que result 0. Donc, result 0 égale integer. Else,
Alors, elif integer plus petit que résulte. Ah, attendez. En fait, s'il est égal. Bon, je vais le faire comme ça, je verrai après les trucs. Donc, s'il, du coup, il n'est pas plus grand, donc il est plus petit ou égal, on va vérifier. Ah, mais s'il est égal, ça va pas. Non, parce que dans tous les cas, c'est bon, ça devrait aller. Résulte else. Non, bah non, je peux faire directement ici. Elif integer plus grand que résulte 1. Et dans ce cas-là, résulte 1 égale integer. Parce que mon if ici va s'arrêter du coup. Il va pas poursuivre après. Alors, si plus grand, remplacer la valeur du tableau. Ah oui, c'est ça en fait. Il faut d'abord que je fasse résulte 1 égale résulte 0. Voilà. Donc je décale résulte 1 dans résulte 0. Et je... Alors oui, du coup je l'ai mis à l'envers aussi. Il faut que je les déplace avant parce que sinon ça va pas marcher. Et ensuite j'attribue à résulte 1 le integer. Sinon, si integer... Donc sinon... Ah mais alors attends. J'ai peur qu'il y ait un problème. On va le tester après de toute façon, mais on est d'accord que si mon if ici il est valide, du coup mon else if ici, ça sous-entend que celui-là n'a pas été validé. Salut Nova, c'était bien avant? Avant quoi? Euh, Avant, il faut bien mettre résulte 1 vers résulte 0. Si plus petit... Alors attends, oui, oui. Si plus petit, on compare à la valeur de résulte 1. Si plus grand, on remplace. Ouais, parce que si je déplace pas résulte 0 dans résulte 1, quand je vais vouloir mettre l'integer dans résulte 1, 0, pardon, ici, j'aurai pas le second plus grand. Donc ça, c'est bon. On passe à la valeur du tableau d'entier suivant, une fois le tableau terminé. Donc là, on sort de la boucle. Return results 1. C'est ça? Et du coup, bah dis donc, je l'aurais rushé celui-là. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah oui, c'est s'il y a déjà un résultat 0 que tu bouges le deuxième position résultat 1. Ouais, c'est ça. Donc ici, get second largest avec int array, sachant que lui, je vais le mettre dans une variable. On va faire result égale machin chose, et on va faire un petit print result. Hop, on va se mettre ça en bas. Je vais l'agrandir un peu, c'est des clock, algo défi, défi 9. Et normalement, alors je vais un peu, voilà. Alors, un petit peu agrandir quand même. Hop, histoire qu'on va bien. Et là, donc, c'est UV run hello pi 4. Donc, ici, dans mon tableau 1, 2, 4, 3, 3, 5, le 4, c'est le plus grand. Attention, là, ça marche. C'est pour une formation? Non, c'est pour le fun. Je fais de l'algo pour le fun. Si tu veux, je te mets le lien si tu veux le faire pour le fun aussi. Il y a plein de petits énoncés pour faire de l'algorithme. Tu choisis un langage que tu connais ou que tu connais pas, et puis tu t'amuses. Moi, Python, je connais pas trop, donc je fais.
Voilà, ça fait travailler la logique, ça fait travailler un peu la syntaxe, etc., etc. Donc là, 4, c'est bon. Maintenant, si je mets ici un 18, donc je relance, c'est bien 5 qui ressort. Alors, qu'est-ce que je peux voir comme test? Ah oui, alors si c'est le même, normalement, si j'ai que par exemple des 3, il faut qu'il me retourne 3. Ah, il me retourne 3. Tu fais un peu de lead code? Non, pas du tout. Merci Pauline, je vais regarder. Voilà, et n'hésite pas. T'as de la lecture. Et alors, ça a l'air de fonctionner. C'est exactement ça le lead code? Ça? D'accord, bah, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Alors, je fais du lead code. Je suis tellement bon que je fais du lead code sans le savoir. Merci Coolfreeze. Ouais, mais là, c'est trop facile, là. Des challenges d'algo gratos en ligne. Ok, d'accord, bah écoute, j'apprends des termes. Moi, je trouvais ça fun. Il y a plein de niveaux de difficulté, etc. Ok, ok. Bah écoute, moi, j'en ai préparé quelques-uns. J'en ai fait cet après-midi au taf. Ah, ça devait être cool. Du coup, tu reviens pour une autre petite couche par-dessus. Rajouter un petit peu de plus. Alors, je pense qu'en plus, avec Python, il y a moyen vraiment de... Il faudrait qu'on ait les experts Python, là. LeetCode, c'est le nom du site, c'est la rève d'or pour préparer les entretiens d'embauche, notamment aux USA. Ah, ok. Bon, peut-être que j'ai connu, enfin, peut-être que j'ai vu passer. Alors, je crois que c'est un site qui est un peu controversé chez les devs, notamment genre les devs web. Oh, Céline! Salut! Oh, purée, ça fait plaisir de te voir! Coucou à toi, gros bisous! Putain, c'est trop cool! J'espère que tu vas bien. Je suis un petit peu vite fait sur LinkedIn tes, euh, tes évolutions professionnelles, mais j'espère que ça va bien aussi dans le personnel et que voilà, tu vas bien, tu es heureuse. C'est trop trop cool! Céline, forcément. Céline Pilier de chez O'Clock, de nombreux, très très nombreux apprenants connaissent. Voilà, fais des gros bisous. Je suis dans la web, moi j'aime bien faire ça pour m'entraîner. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour des développeurs dev web, il y en a qui expliquent qu'en fait, ils ne voient pas trop la pertinence de mettre ça, en fait, de passer des tests techniques sur de l'algo, en fait, que tu vas quasiment jamais faire ou qui seront pas pertinents. Voilà. C'est totalement, j'entends très bien et je comprends très bien. Il y a peut-être d'autres éléments en faveur de ça qui, voilà. Mais bon, comme en ce moment, moi, je suis dev web à la base, mais j'apprends le Rust et forcément, bah, ça me rapproche de la machine. Bah, du coup, je me remets un peu au basique, quoi. Alors, est-ce qu'on peut pas rendre ça plus élégant? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que vous voyez d'autres façons de faire? Attention, le basique existe. Bah, en vrai, salut Fly. En vrai, s'il y avait pas... Ah, désolé Fly, cette fois-ci j'étais à l'heure. Donc, en vrai, s'il y avait pas toute la partie vraiment un peu quand même hard, on va dire, de ce niveau-là, ouais, il faudrait que je fasse. Voilà. Faudrait que je remonte petit à petit. Je fais du Rust, donc c'est pas mal, mais là, pour le coup, autant déjà ça, c'est compliqué pour certains à comprendre, et mon but, c'est quand même de faire de la logique avant tout. Et on l'a vu quand j'étais faire du Java pour la première fois. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment fonctionnait Java et moins sur l'algorithme lui-même. Donc c'est voilà. Mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait se faire ça. Ça pourrait être fun de découvrir les choses, mais j'ai peur que Basic soit autant Java, c'est un langage que je connais pas, mais je pense que j'ai à peu près le niveau sur les concepts, des concepts
que j'ai déjà vu sur d'autres langages, autant basique, voilà. Ou alors peut-être avec un dev qui connaît bien basique et qui aurait la patience de discuter. Ah oui, petit event, effectivement. Si ça vous intéresse, c'est un live découverte sur la filière du web jeudi 6 février. Donc après-demain, à midi. Donc faut réserver sur Eventbrite une place. Et ça se passera notamment sur Big Blue Button, qui est l'outil qu'on utilise pour faire nos cours. Comme ça, vous verrez directement, vous serez dans une salle de classe. Et voilà, on pourra vous parler de tout ça. Et bien évidemment, toutes les informations sur nos formations, n'hésitez pas. C'était le moment promo. Voilà. L'école qui s'auto-sponsorise. Voilà, voilà. Est-ce qu'on demande à Claude? On demande à Claude? Non, mais ça y est, moi j'ai réussi, chérie. Ma femme qui me dit tu triches. Mais ça y est, j'ai réussi, moi j'ai fini. Est-ce que t'as des idées, toi? Non, voilà. Donc, si t'as pas d'idées, j'ai le droit de demander à Claude. J'ai demandé au chat, mais ils veulent pas me donner d'idées, donc. Non, non, mais j'ai trouvé, mais je veux voir comment lui me dirait. Alors, on va choisir un style concis ou un style explanatory. Faisons concis et ensuite on le fera expliquer. Alors, je m'amuse à faire de l'algo rigolo. Une idée de quoi? De comment faire. Hop. Donc, l'énoncé, c'est développer une fonction qui trouve le deuxième plus grand nombre dans un tableau d'entier. Si le deuxième plus grand n'existe pas, tableau avec des valeurs identiques, retournez le plus grand. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau avec deux entrées. Ensuite, j'ai bouclé sur mon tableau d'entier numérique, d'entier, pardon. Et à chaque fois, je comparais avec résulte 0, avec la première valeur. Si l'entier était plus grand, ben, je passais résulte 0 à résulte 1. Et ensuite, je mettais le integer dans résulte 0. Si par contre, c'était pas le cas, c'est-à-dire s'il était plus petit ou égal, dans ce cas-là, je comparais le integer, l'entier, avec résulte 1. S'il est plus grand, ben, je remplace résulte 1 par l'integer. Sinon, ben, je passe à la suite. Et à la fin, je retourne le résulte 1, qui est censé être le deuxième plus grand. Voilà comment moi j'ai fait ça à partir de cet énoncé. Perso, j'aurais trié le tableau puis retourné le deuxième. Bah ouais, mais en fait, je voulais pas. Je voulais éviter de trier parce que les tris, on va les voir bientôt. Les tris, c'est... Hop, les tris sélectifs. C'est dans... Voilà. C'est mardi prochain, les tris. On commence l'algorithme de tri. Donc c'est pour ça. Mais oui, effectivement. Normalement, ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Donc j'en étais là. Mais des fois, voilà. Vous avez des bonnes idées de... Hop. Vous avez des bonnes idées de... un peu tordues, un peu rigolotes, c'est cool. J'ai un énoncé. Je dois créer un algo simple pour atteindre mon objectif. Voici mon énoncé et j'utilise du Python. Quelle solution envisages-tu? Je conseille Nitcode pour pas LeetCode. Alors, question, ça fonctionne avec des entiers négatifs? C'est une bonne question, ça. Ah, attendez, on se spoile pas. Hop. Donc, hop là, moins 3, 3, virgule, moins 1, 0, 12, moins 241. Là, il retourne 3. Donc, ça marche. Et alors, si je mets que des négatifs, hop. Donc là, il doit me retourner moins 3, du coup.
Ah, il me retourne 0. Ah. Pour voir les différentes façons de résoudre des algos connus. C'est en anglais, il y a des vidéos où il explique visuellement les algos et montre les différentes façons de résoudre un problème. De ce style, en précisant la complexité, temps pour chaque solution. C'est pas mal. Oh, sois pas désolé pour le message à rallonge, surtout pour des trucs intéressants. Intéressant, intéressant. J'avoue, j'ai pas le 0. Pourquoi il renvoie ça? Alors, je pense que ça doit venir de la comparaison. Si integer qui est 0 est plus grand... Non. Si integer, le premier c'est -3, est plus grand que résulte... Ah oui, non, puisqu'en fait, on commence à 0. C'est parce que je lui donne... Eh ouais, elle est là la faille. Alors, dans l'énoncé, c'est pas précisé avec des négatifs, mais c'est pas non plus précisé qu'avec des positifs. C'est précisé avec un tableau d'entier. Eh ouais. Désolé pour ma question. Mais non, purée, elle est trop bien ta question. Du coup, ça va me permettre de pouvoir retravailler le truc. Donc, du coup, on a une faille ici, c'est qu'effectivement, si on veut comparer moins infini, négatif, infini, ça existe en Python. Mais de quoi? Alors, Fly c'est notre cheat code, hein. Attendez. Attendez, fermez les yeux, regardez pas Claude, voilà. Python moins infini. 1, oula, 1, fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça va être moins infinite, un truc comme ça. Il y a des trucs que je... Quoi? Vous pouvez utiliser inf pour représenter infinity. Cet article explique comment créer, opérer, enfin operate, check and compare infinite. Negative infinity. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? Mais c'est quoi? Il y a un concept que que je ne connais pas. Mais pourquoi? Alors je suis pas surpris de pas connaître un concept. C'est juste que là vraiment, je n'ai aucune idée. Moins infini. Ça veut dire qu'en fait, il prend une valeur qui est le plus petit possible par rapport au tableau. C'est quand tu vas être sûr que ton nombre ne peut pas être plus grand ou plus petit au début. Ça, un truc dans le genre. J'ai pas beaucoup d'usage. Et ben là, c'est le cas. Attendez, mais quoi? Moins inf. Mais c'est dingue ça. Mais attends, ça existe? Rust moins inf. Rust lang. Putain. Moins infinite. JavaScript. Ah, du coup, il n'y a pas besoin de langue. Et lui, il a aussi Infinity. C'est Infinity, si je marque. Infinity. Ok, Rust. Oh, ça commence avec des trucs dépréciés. Use. C'est du standard, hein. Donc en fait, ça c'est un OK. Et il dit utilise plutôt un truc standard. OK. Même là, ça existe. Mais comment c'est possible? Je peux pas voir source. Quoi? Ah non, là, c'est mort.
J'aime ces moments de Big Bang. Ah non, mais là, littéralement, ouais. C'est pas, oui, et Big Bang, c'est ça. Mon cerveau, il vient de prendre un Big Bang dans la gueule. Pardon pour le langage. Tu connais pas l'infini? Mais oui, je connais l'infini. Il me troll pas, quand même. Mais juste, mais comment? Non, mais dans ma tête, c'est comment? Parce que c'est bien, ok, t'as une méthode moins infinie. Mais comment il fait? En fait, quoi? C'est juste, il va aller chercher un nombre ridiculement enfin, enfin, négatif. Il représente pas vraiment l'infini. Bah oui, mais ça, j'avais compris. Euh, C'est juste que tout sera plus grand ou plus petit. Oui, mais comment c'est possible? C'est ce truc-là, hein? C'est juste ça, hein? En ajoutant plus un à chaque truc auquel il est comparé. Ah, il a ses moins un. Bah, ce serait pas con. Et si on demandait à Claude? Attendez, on va demander à Claude. Je vais ouvrir un autre Claude. Pour pas me spoil le truc de là-bas. J'ai balancé un pavé dans la mare. Tu es mute? Hein? Non. Je suis pas mute? Non, je suis pas mute. Ok. Alors attends. On va essayer avec Rust. Dans Rust, j'ai un négative infinity. Infinity ou infinite? Infinity. Explique-moi comment ça marche. Salut 100 DYY. Alors, cette expression divise -1 par 0 en nombre flottant 64 bits pour obtenir l'infini négatif. En Rust, diviser par 0 avec des flottants ne cause pas d'erreur, mais renvoie une valeur spéciale. Voici ce qui se passe. Moins 1 en F64, donc en flottant, créer un nombre flottant 64 bits négatif. 0 crée un flottant 64 bits. La division par 0 avec des flottants produit l'infini négatif selon la norme IEEE 754. C'est une façon idiomatique de Rust d'obtenir le moins infini, qui est utile pour les comparaisons et les calculs mathématiques. Ça se lit Sandy. Salut la fibre du dev, je viens d'exploser mon cerveau. Sandy. Ah bah oui, Sandy. Deuxième révélation, je viens d'apprendre le négatif infini et je viens de capter le pseudo de Sandy. Deux fois plus de plaisir. Salut la fibre du dev. Je viens de me faire bing bang le cerveau là, par le négatif infini. Mais c'est quoi du coup la norme machin chose? Qu'est-ce que la norme? Bah, du coup je l'avais pris. Incroyable. Ah, j'adore le dev. C'est un standard international pour l'arithmétique en virgule flottante. Elle définit la représentation des nombres flottants en binaire. Les opérations mathématiques de base, les valeurs spéciales, donc les not a number, ça je l'avais, les positifs infinis et négatifs infinis, les règles de gestion des erreurs, division par zéro, overflow, les modes d'arrondi. Cette norme assure un comportement cohérent des calculs flottants entre différents langages et architectures. Pour la division par zéro spécifiquement. Alors, ok, mais en réalité, et merci pour le follow Essay 1557. Ezei, Azei, bonsoir à toi. Mais en réalité,
ce n'est pas vraiment l'infini. Quel est le chiffre obtenu Asaï. Asaï, ça marche. Merci pour la correction. Alors, c'est la plus petite valeur possible représentée en F64 techniquement, c'est stocké en binaire comme ta. Ok. Le vrai infini mathématique n'est pas représentable, bien évidemment. Ah bah oui, mais je suis con. Vu qu'on est dans un nombre de bits limité, la taille en fait du chiffre est limitée, il va juste chercher voilà, moins 1, ta. Il va juste chercher. En fait, on est en 64 bits. Donc, en fait, il a un nombre, là, il a un nombre de valeurs de 0 et de 1 limité. Donc, il va chercher le plus petit négatif possible. Voilà. Et vu que c'est un chiffre juste tellement énorme que, bon, il y a très peu de chances qu'on l'atteigne, on est sûr d'être à l'infiniment plus petit. Exactement. Ça fait beaucoup de zéros. Bah là, ça, c'est du binaire, hein. Voilà. Le vrai chiffre, il est là. Avec une puissance, j'imagine. C'est quoi le péogramme? Le programme de la chaîne? Oh, pardon. J'ai cru que tu me ressortais encore un autre terme technique dans l'algèbre ou je sais pas quoi. Le programme, eh ben écoute, aujourd'hui, alors le jeudi et le mardi et le jeudi, on fait Tech Talk and Chill, où on fait, alors soit je parle un peu de l'histoire de l'informatique, etc., où on parle voilà, on fait un peu de veille, on parle de sujets un peu de l'actualité tech. Là, ce soir, on avait regardé une petite vidéo sur l'introduction à la cybersécurité avec une démonstration dans Minecraft, c'était assez rigolo. Et ensuite, en deuxième partie, on fait de l'algo-rigolo. Donc en gros, j'ai écrit, hop, faut vous le remettre, un petit repo avec, toc, plein d'énoncés où en fait, bah là par exemple ce soir, l'énoncé c'était développe une fonction qui trouve le deuxième plus grand nombre dans un tableau d'entiers. Si le deuxième plus grand n'existe pas, donc un tableau avec des valeurs identiques par exemple, retournez le plus grand. Donc ça c'est l'énoncé et hop. Donc d'abord j'ai découpé chaque étape et ensuite donc de ce que je voulais faire et ensuite je l'ai converti du coup en code. Et bien évidemment, bah, on a toujours des gens qui sont plus malins que moi. Voilà. Et c'est bien aussi de travailler à plusieurs cerveaux. Qui trouvent les petites failles et du coup on doit chercher des façons de résoudre ces problèmes. Par exemple là, est-ce que ça fonctionne avec des entiers négatifs? Et ça fonctionne pas parce qu'on a des zéros de base, donc il faut trouver une autre manière de faire. Et c'est là qu'on a découvert le négatif infini. T'es spécialisé sur quoi? Sur rien et sur tout. Non, alors de base, professionnellement, je suis développeur web. Je fais un peu de game dev aussi parce que c'est rigolo. Mon côté geek. Et sinon, vraiment là, j'attache une très très grande affection à Rust, qui est un langage très proche de la machine, donc je me remets au basique sur la machine, d'où le fait aussi que je m'amuse à faire des algos. Voilà. Mais j'ai pas de grande spécialité incroyable, voilà. Négatif infini, ça fait mal à la tête. Ouais, exactement. Dev web sur quelle techno? Sur toutes les technos. J'aime bien, j'aime bien la house, j'aime bien aussi la trance, j'aime bien aussi les vieux styles un peu allemands, tout ça, c'est cool. Alors pas de Point Godwin, s'il vous plaît. Il y a vraiment un style dans la techno allemande, comme il y en a dans la house, c'est plutôt français, par exemple. Bref, c'était pour faire des blagues. J'ai auto-saboté ma blague. Non, mais de tout. De tout, de tout. Salut Psychopoulpe. De tout. Mais j'en fais pas trop en live. Les lives sont pas faits pour, en tout cas ces lives-là sont pas faits pour faire du dev web. Vous avez après, je vais vous renvoyer, vous avez la fibre du dev, qui est aussi formateur chez O'Clock, qui fait du, qui fait du dev web, lui. Alors je sais pas ce que tu as prévu, je sais pas si t'es encore là, la fibre du dev. Qui lui, il fait du dev web pour le coup en live. Pas de souci, il n'y a pas de retard. De toute façon, il y aura il y a rediff si jamais. On peut pas juste blacklister les nombres qui dépassent, pardon, un certain seuil. Ouais, t'inquiète, on va rajouter ce négatif infini là.
Et après, de toute façon, il reste encore 10-20 minutes et je t'envoie tout le monde. Juste blacklister les nombres qui dépassent un certain seuil. Ben, on pourrait, mais en fait, comme je veux respecter l'énoncé, qui me dit en fait, qui me dit pas que je dois éviter certains types de nombres. Il me dit pas que je dois faire que du négatif ou que du positif ou que je dois pas en faire, que je dois pas faire de l'un ou de l'autre non plus. Donc c'est un tableau d'entier, donc c'est pas précisé positif ou négatif, donc il faut que ça marche avec les deux. Puis en plus c'est challengeant. Alors on crée une librairie de composants Vue.js avec Daisy UI et Tailwind CSS. Ah, Vue.js. C'est cool ça. Du front, Vue.js. C'est mon framework de cœur. C'est le seul que... Voilà. Un Nuxt plus exactement. Mais bon, vous savez que voilà, je travaille sur Linux. Je milite pour faire comprendre que oui, Linux c'est mieux que les Windows. Non, on n'a pas besoin d'être un nerd pour savoir utiliser Linux. Et oui, on peut jouer aux jeux vidéo sur Linux. Bref. Donc forcément, quand on a une alternative à React, qui est nul autre que Facebook, bah je prends. Alors, mais ça veut pas dire que React est mauvais. C'est un choix totalement personnel. Alors, le oui, négatif infini en Python. Donc lui, il faut faire un float. Donc je peux faire directement ça. Float moins inf. Ça marche, moins 3. Et alors par contre, maintenant, si je fais 2, 0, là, il doit me retourner 0. Mais du coup, 0, c'est positif ou négatif? Est-ce qu'il y a un moins 0? Comme il y a un moins 1, moins 2, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Non, non, je plaisante. C'était une blague. Même qui me dit, non, mais t'es sérieux là? Et là, c'est 2. Donc là, ça marche. Donc effectivement, là, on lui passe les chiffres les plus petits possibles. Voilà, voilà. Donc ça fonctionne. Bravo pour la question Cool Freeze. Et merci du coup Nova Bison et Fly pour la piste du négatif infini. Après on apprend des choses, c'est incroyable. Vous voyez les algos, ça sert à rien de faire des algos. Bah si, ça vous fait découvrir des trucs. Et la dernière fois on a découvert ou redécouvert pour certains la suite de Fibonacci. Et les fonctions récursives aussi. Comment se torturer? Non, c'est pas de la torture, c'est fun. Moi j'aime bien hein, être en galère des fois à réfléchir. Alors, on va regarder, donc ça c'est notre fonction à nous, on va regarder ce que nous propose Claude, notre IA. Alors, Claude nous propose, ah ouais, il nous propose la fonction sorted, donc c'est lui va faire un tri. Moi je voulais pas faire de tri. O'clock égale algoman. Ah non, non, alors, attends, ouais, il faut que j'explique un truc, attends. Voilà, maintenant j'ai tout ça, je peux expliquer. C'est pas moi O'clock, hein. O'clock, vous êtes bien conscient que c'est l'école, hein. Il y a que moi qui s'amuse à me torturer avec de l'algo, hein. Vous avez d'autres lives. La dernière fois, il y avait un live sur comment faire des recherches d'emploi, faire son CV, voilà, faire son réseau, etc. Donc ça n'a rien à voir avec les algos. Il y a d'autres lives qui sont voilà, en préparation. Je ne peux pas dire quoi, mais voilà. Il y a des petits trucs qui se préparent. Attention, hein. Donc oui, il a utilisé un sorted, je sais pas. Donc il va trier tout simplement. Ensuite, il va reverse, donc il va trier et ensuite il va ranger dans l'ordre inversé. Et il va aller récupérer, voilà. Retourne le premier élément si tous identiques, sinon retourne le deuxième plus grand. Voilà. Mais là, pour le coup, il fait un tri et moi, je voulais pas faire un tri. Voilà. Moi, je voulais... Parce que le tri, en fait, on va le voir après.
Donc je vais dire très bien et sans faire de tri. Alors, ah, regardez. Ah, il n'a pas utilisé de tableau, lui. Il a fait une variable max 1 qui est égale à une variable max 2 qui est égale à flotte infinie. Pardon, flotte moins infinie. Donc ça veut dire que max 1 et max 2 égale flotte infinie. Et ensuite, il a fait une boucle sur le tableau où il va comparer num1. Il a fait exactement ce que j'ai fait. Appelez-moi IA André. IA André. N'importe quoi. Finalement, je suis peut-être fatigué. Je pensais en forme, mais quand je commence à faire ce genre de calembour pourri, ça va plus. Andrea, ouais. Andréaï, c'est ça. Andréaï. From France. By Paris. Pourquoi Claude, au lieu d'une autre IA, elle est meilleure en code? Ça existe? Bah oui, ça existe. Les mots comme ça, mais... Et c'est quoi? Attendez. Qu'est-ce que je suis? Ah ouais, ok. Oh, putain. Bon bah tant pis. J'étais parti sur un truc et... Pourquoi pas Lucie? Oh, c'est pas sympa. On essaie de faire des trucs en France, on se plante un peu et c'est pas sympa. C'est expérimental en plus, si j'ai bien compris le délire. C'est pas gentil. Faut pas casser comme ça les... On en a pas beaucoup en France et les peu qu'on a, si on commence à... Bon, je suis d'accord, mais quand même. Pourquoi Claude? Mais pourquoi pas? Non, j'ai pas de... Je trouve... Alors, si on compare à ChatGPT, a priori, il est censé être meilleur en code. Il a une meilleure structure, tu vois. Alors là, il me le met directement. Des fois, il va me créer des fichiers à part. Quand tu le fais réviser, il révise directement le fichier. J'aime bien le fait, alors tu peux choisir tes modèles, mais surtout tu peux choisir le type de réponse. Les réponses normales, les réponses concises, des réponses qui vont bien expliquer tout en mode de, tu vois, educational response for learning, ou des réponses formelles, donc bien structurées, claires, etc. Et en fait, ils ont ce truc aussi de se dire, en fait, au bout d'un moment, de poser des questions, il va t'afficher un petit message en bas en disant, hey, ça fait un moment que tu discutes là sur le même prompt. Ça commence à faire beaucoup et en fait, bah, au bout d'un moment, il y a un quota, même quand tu payes, il y a un quota qui se remplit et tu peux plus l'utiliser jusqu'au lendemain parce que tu as rempli ton quota. Parce qu'effectivement, on s'en rend pas compte forcément quand tu l'utilises, mais ça utilise des ressources pour entraîner, mais aussi pour faire tourner. Et comme à chaque fois, il récupère toute la conversation pour écrire, pour faire sa réponse, du coup, bah, ça génère beaucoup de trucs. Donc au bout d'un moment, il y a un petit message, on dit, hey, utilise un autre chat. Et du coup, bah, tu pars ailleurs. Et du coup, ils ont fait des systèmes de projets où tu peux créer, je vais pas vous faire une démonstration, mais en gros, tu crées ton projet, dedans, tu lui mets du fine-tuning un peu. Et bah, en fait, même si tu recrées un autre prompt, tu peux le recréer dans ce projet-là. Et il aura connaissance de tous les éléments que tu lui auras donnés, quoi. Voilà. Principalement pour ça. Et du coup, là, tu vois, en général, je fais du concis. Et s'il y a vraiment un truc que je veux qui m'explique bien, je passe en explanatory. En explanatory. Allez. Et voilà. Salut Mango. Voilà, voilà. Mais j'en teste pas 50 par jour. Et je trouvais que Claude était, voilà, était plutôt sympa. Et comme j'ai aussi des valeurs un peu écologiques, on va dire, je roule en électrique. C'est gratuit, Claude? Oui, ils ont une offre gratuite et bon, c'est juste que tu as moins de quotas. Mais je trouve intéressant le fait que tu peux vraiment choisir des réponses concises, que tu peux voilà, te faire des projets qui te préviennent quand tu commences à vraiment beaucoup utiliser. Alors eux, c'est pour le côté payant, pour le côté utilisation de ressources. Mais pour moi, en fait, ça fait les deux. Effectivement, bah, ça prend moins de ressources, donc voilà. Bah, après, vous avez des... alors, attendez. Euh, Alors, par contre, par exemple, pardon. J'ai essayé de vous montrer un exemple. S'il veut bien charger. Voilà.
Hop, ici j'ai un projet, c'est ClickUp Package Build. Donc il y a ClickUp qui est un peu comme un Notion ou machin tout ça, qui est un truc qui permet de prendre des notes, de gérer des tâches, etc. Que j'utilise moi titre perso. Et en fait, sur Arch Linux, qui est une distribution, je vous fais un peu de contexte, une distribution Linux où on peut créer ses propres packages et les publier. J'ai décidé d'apprendre du coup à utiliser un package comme ça parce que celui qui était disponible ne fonctionnait pas depuis 2 semaines. Donc j'ai créé mon propre package, mais j'ai jamais fait en fait. Et en gros, donc j'ai créé ce projet et ici on voit à droite qu'il y a le Project Knowledge. Et j'ai un pré-prompt où je lui dis reste toujours le plus simple possible. Le but est de créer un package build pour OR de Arch Linux afin d'installer l'app image de ClickUp. Il faudra créer un script qui vérifie la version de l'app image afin qu'elle soit toujours valide dans le point desktop, même après un auto-update du logiciel. Applique-toi à suivre le plan indiqué. Et ensuite, dans les fichiers que je lui ai donnés, ici, bah, il y a le package build que j'ai actuellement, parce que j'ai fait étape par étape. J'ai d'abord fait package information, on a fait les éléments, machin, tout ça, et à chaque fois, j'ai fait vraiment étape par étape. Donc, je mettais à jour, j'ai qu'un seul fichier, donc ça marche, hein. Si vous avez des gros projets avec plein de fichiers, ça va être limité, c'est pas fait pour. Là, j'avais qu'un seul fichier, donc ça a marché. Et ensuite, j'ai les petits fichiers, bah, ici, par exemple, pour mettre à jour la version. Ici, le ClickUp Wrapper, bah, c'est pour installer les, pour le mettre à jour la version du nom de l'app image, donc du logiciel, quand il se fait son auto-update. Et ici, le ClickUp Desktop, c'est le fichier qui permet d'avoir le raccourci directement sur ton Linux. Voilà, donc je vais passer en fait les différents fichiers que j'avais, j'en ai pas beaucoup donc ça a marché. Et ensuite, vous voyez, ça c'est tous mes prompts que j'ai fait là-dedans. Et à chaque fois, bah, il me disait, enfin je lui posais des questions sur un truc. À chaque fois, je pouvais le remettre sur le prompt d'après et le mettre sur une autre partie. Donc voilà, j'ai découpé. Est-ce que j'ai un exemple d'un truc où il y a beaucoup? Voilà, c'est moi-même qui l'ai arrêté. Mais vous voyez, quand j'arrive au bout, que j'ai trouvé mon truc, hop, je reviens sur le truc et ici je repars sur une autre partie du, euh, du script. Mais attention, ça, attention, vraiment warning, ça fonctionne pas pour des projets entiers, hein. Vous pouvez mettre des données et tout, c'est intéressant. Par exemple, ça m'est arrivé dans Add Content, vous pouvez mettre soit upload un fichier, soit le mettre en texte, soit l'appeler de Google Drive. Si par exemple vous voulez comparer des données d'un tableau, si vous voulez qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que j'avais fait? Alors moi j'avais fait aussi, j'apprenais Rust et notamment j'utilisais un package et il n'avait pas la bonne version du package. Heureusement la doc du package n'était pas très grande, donc je lui ai passé la doc du package en lui disant voilà, je travaille là-dessus, j'utilise telle librairie, je t'ai donné la documentation. Voilà, mon objectif c'est de faire ça, explique-moi les étapes et tu me détailles tous les éléments. Là, ça va marcher. Mais attention, c'est vraiment du petit fine-tuning. Ça marche vraiment pas pour faire des gros projets à multiples fichiers, etc. Ça ne marchera pas. J'ai essayé, ça marche pas. Déjà, c'est prise de tête parce qu'à chaque fois, il faut re-upload le fichier. Mais surtout, ça marche vraiment pas du tout. Si vous faites des petits scripts, ça va. Mais en dehors de ça, voilà. Voilà. Et alors, du coup, voilà. Lui, il a fait que des trucs. Alors, par contre, on notera quand même qu'il a fait ici, il a vérifié que c'était bien un tableau, ce que moi j'ai pas fait. Et ouais, hein. Mais alors ça, vous voyez, par exemple, ça c'est un truc où j'ai un peu perdu l'habitude de le faire, notamment parce que c'est le genre de code que je fais en Rust, et qu'en Rust, t'as pas besoin de vérifier quand tu rentres dans ta fonction si tu arrives là, parce que en fait, tu lui as déjà défini que tu ne prends que des tableaux, par exemple. Tu peux même dire, je ne prends que des tableaux qui ont des entiers numériques. Pas des entiers, c'est forcément numérique, mais... Et ça, c'est beau. Vous trouvez pas? Mais du coup, le code, c'est pas sûr qu'il ne donne pas d'erreur. C'est à nous de le run et de le corriger, j'imagine. Ce code-là, on peut le tester, hein. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais dans tous les cas, en fait, là,
Récupérer ce code-là, faire un copier-coller, que ça vienne d'une IA ou que ça vienne de Stack Overflow, d'un forum ou d'un truc qu'on a lu dans un tuto ou machin, tout ça. Dans tous les cas, il n'y a pas le contexte parfait, on ne sait jamais si ça fonctionne, et surtout, en fait, il faut le comprendre. Il faut réellement comprendre ce qu'il y a dedans. Là, pour le coup, à part le fait que moi je le passe dans un tableau, ce qui me fait là, c'est exactement l'identique, donc on va le tester. Mais je veux dire, les réponses de l'IA, il peut y avoir des erreurs. Ah, bien sûr. Oui, 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 oui. Bien sûr que oui. Et parce que vous savez quoi? Parce qu'il a été nourri avec du code où il y avait des erreurs, ou des oublis, ou des failles de sécurité. Tu peux avoir. Il y avait un article où le mec il disait, bah, en fait, l'IA c'est bien, mais c'est bien pour faire gagner du temps, ça enlève pas qu'en fait, tu es obligé de relire le code et de l'améliorer. Euh, Pas sur un si petit morceau de code, par contre, en faire rarement. En vrai, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre. Tu vois, le coup là, il vérifie si c'est un tableau. Moi, ça m'a surpris qu'il l'ait proposé. Mais oui, effectivement, plus après tu demandes des features complexes, plus voilà. Mais là, en l'occurrence, le mec, il avait demandé fais-moi un script qui permet de récupérer une image pour la stocker sur un serveur. Et en fait, donc le truc fonctionne, sauf que par exemple, il a oublié des éléments de sécurité assez flagrants, comme il vérifie pas le type mime, ou le mime type, je sais plus dans quel sens, mime type. Euh, donc tu vois, c'est des trucs des fois qui sont un peu anodins, mais voilà, faut pas oublier que ces IA sont entraînés sur du code qui est pas forcément fonctionnel ou qui est pas forcément rapport à ce que nous on veut exactement, qui va dire ok ce truc-là il va faire ce que tu veux, mais il a pas tous les tenants les aboutissants. Donc dans tous les cas, là un code comme ça, si tu sais pas ce que ça veut dire, hop là je vais passer en explanatory, explique-moi ce code en détail. Voilà. Cette première partie vérifie les cas particuliers. Si le tableau est vide, note R, ou s'il contient moins de 2 éléments. Il n'est pas possible d'en trouver un deuxième plus grand nombre, donc on retourne none. Tu vois, je me suis trompé quand je te l'ai dit, je t'ai dit, il vérifie si c'est un tableau. Mais non, en fait, je croyais que le note R, c'est pas un tableau, mais c'est juste il est vide. Ou s'il est plus petit que, voilà, deux valeurs. Ensuite, nous initialisons nos valeurs. Alors là, c'est pareil, on lui dit array, mais en Python, c'est assez light, hein. Ici, int array, à aucun moment, je lui dis que ce truc-là, c'est censé être un tableau, il doit le vérifier. Alors pour le coup, ici, il va le voir, hein, parce que quand il va vouloir faire la vérification, il va se rendre compte que bah, il peut pas faire la comparaison. D'ailleurs, on peut tester. Éprouvons-le. Et là, il va t'expliquer chaque élément. Ça sert à ça, l'IA, hein, ça sert à expliquer le code, à mieux le comprendre. Alors, donc c'est second largest. Hop. Alors, result égale second largest array. Donc là, il fonctionne bien. Maintenant, si je fais hop et que je le retourne 3, est-ce qu'il met un message d'erreur? Vous voyez, là, il va mettre un message d'erreur. Parce qu'en fait, il essaie de vérifier la longueur d'un tableau, alors que ce que je lui ai passé, c'est pas un tableau. Donc en fait, ici, en premier, il faudrait vérifier si R est un tableau. Tu vois? Donc ça, il l'a pas prévu. Alors du coup, moi non plus, hein. Soyons clairs, hein, moi non plus, hein. Mais pour du code, si tu veux t'en servir en production, etc., ou si tu veux faire, voilà, si tu veux bien apprendre, bien faire les choses, attention, ça va vite. D'accord? Alors, je précise pourquoi est-ce que moi je l'ai pas fait. Tout simplement parce que je suis dans le cadre d'un exercice où je veux faire de l'algo et pas forcément de vérifier absolument la fonctionnalité du truc. Mais c'est la suite normalement, hein.
Dans les modes que je vous ai donnés, le premier but, c'est que ça fonctionne. Donc ce truc-là, il fonctionne, si je lui file le tableau, hein. Il n'y a pas de souci. Mais si on veut aller plus loin pour faire vraiment du code propre qui peut être testé, etc., il faut pouvoir lui filer toutes sortes d'éléments dans int array et vérifier toutes les possibilités. Voilà, voilà, tout simplement. D'ailleurs, si je fais 3, 1, 12, voilà, là aussi j'ai une autre erreur, c'est que j'ai un tableau. Donc ici, même si j'ai vérifié que c'était un tableau, ici il va voir que le tableau est pas vide, qu'il a bien plus de 2 éléments. Et en fait, je vais avoir une erreur ici, parce que dedans c'est un tableau, mais c'est pas ils sont pas tous numériques. Il faut que j'ai un tableau avec que des valeurs numériques. Donc au moment de faire la vérification ici, il faut que je vérifie que num, ce soit bien un entier. Ah! Ça va vite, hein? Donc, même pour alors c'est pas forcément pour te contredire, hein, Nova, hein, je suis assez d'accord avec toi. Sur les petits codes, il va te donner des trucs vraiment très pertinents. Mais et effectivement, plus tu vas lui demander des trucs complexes, moins enfin, ça va être de plus en plus impertinent et des fois vraiment, complètement à côté de la plaque. Je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, attention, c'est que le code qu'il vous donne là, il faut que vous arriviez à un code qui soit irréprochable et qui ait le moins de possibilités de bugs à la fin. Donc en fait, bah, il faut revenir dessus, quoi. Il y a beaucoup de choses à rajouter. Parce que même si je prends le premier qu'il m'a donné, il vérifie la taille du truc, mais c'est tout. Le diable se cache dans les détails. Ouais, bah après, ça, c'est des choses. Quand tu fais du Python, t'es habitué. Tu sais que tu vas aller checker, les vérifier les types, etc. Le détail console.log, coucou poète, c'est ça. En Rust, tu sais que ce sera impossible de toute façon de lui passer une donnée qui n'est pas attendue. Donc de base, rien qu'à la première ligne, tu sais déjà que tu lui mets une barrière en disant ici, c'est un tableau avec que des entiers à l'intérieur, rien d'autre. Tu oublies, si tu m'envoies autre chose, tu me fais un message d'erreur et tu iras pas plus loin. Mais voilà. Mais là, pour de l'algo, on s'en fout, c'est pas très grave. C'était juste pour l'exemple du effectivement, quand tu fais du code et que tu vas aller plus loin, bah attention, les IA, c'est très bien, ça fait gagner du temps, ça fait réfléchir, ça fait, tu vois, on apprend des choses. Ah tiens, là, en fait, il fait une vérif. Mais là, on peut se dire, mais attends, il vérifie ça, mais il vérifie pas si c'est vraiment un tableau. Et on pourrait lui demander, ok, comment on vérifie si c'est un tableau? Et on l'a fait travailler, on l'a fait avancer pour arriver à tous les éléments. On peut lui demander, est-ce que tous les cas de figure, non, est-ce que ce code est à 100% sûr? Restons vagues. Non, le code n'est pas 100% sûr. Il présente quelques cas limites qui pourraient poser problème. Le premier problème, c'est la gestion des nombres négatifs. Bah non. Le code fonctionne correctement avec des nombres négatifs car nous avons utilisé le float inf comme initialisation. Deuxième problème, la gestion des doublons du maximum. Dans ce cas, le code va correctement retourner 4 comme deuxième plus grand. Car la condition... Ah oui, effectivement, moi ça marchait pas s'il y avait un doublon du maximum. Cependant, il y a un cas subtil qui pourrait poser problème avec des triplons. Je ne dis pas. Effectivement, vous avez vu, il y a déjà rien qu'en lui demandant ça, il nous sort plein de possibilités. D'accord? Et comment être sûr que la fonction reçoit bien un tableau d'entier? Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu le cas, le code, comment il devient de plus en plus costaud?
Et plus on va lui demander des choses, plus ça va devenir complexe. Mais il faut vérifier, est-ce que ça, c'est bien ce qu'on attend? Est-ce que c'est... Voilà. Là, il y a de la gestion d'erreurs. Est-ce qu'on sait faire de la gestion d'erreurs sur Python? Donc, les IA, c'est cool, mais attention, ça va vite. C'est pour ça que le lead code est vraiment bien. Promis, je suis pas sponsor. Non, mais tu as le droit de partager un outil que tu aimes bien, hein. Ça fait passer d'un coup 150K souvent par challenge et ça montre quel edge case ça passe ou ça casse. Et donc, tu lèves d'abord la solution logique initiale, exactement, puis ce edge case, puis un autre, etc. Et tu valides le challenge et ensuite, ça te montre ta perf par rapport à la vitesse et à la mémoire que tu as utilisée. Ouais, ça enregistre tes réponses, etc. Non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est bien que tu partages, il faut partager les bons plans, hein. Moi, je l'utilise pas et effectivement, moi, l'algo, je le fais pour déjà, dans un premier temps, il faut que ça marche et après, tu rajoutes des steps. Mais ça fait travailler plein de choses. Déjà la logique, après l'algorithme, la syntaxe, je vais y arriver, le langage en question, puis ensuite il faut bien tout vérifier, potentiellement faire des tests unitaires et tout. Et sur de tout petits trucs, ça peut vite devenir costaud, quoi. C'est de la pratique. Alors ça porte un nom, ça, hein, de faire des tests comme ça. Je crois que c'est un nom un peu japonais. C'est des, comment on dit? Des kata? Kata quelque chose? Comment on dit? Attendez, je demande à Claude. Ça porte un nom? Les coding kata, apparemment. Et effectivement, LeetCode en fait partie des plateformes, ça s'appelle des coding kata. Donc en gros, voilà, c'est des petits exercices, mais ça c'est pas beaucoup utilisé, je dirais. Comment? C'est quoi un test unitaire? C'est un test qui va vérifier que ta fonction, la fonction que tu as, elle va tester en gros ta fonction. Donc tu écris une fonction et ensuite tu vas écrire un test qui va éprouver en fait cette fonction. Et il faut que ce test il fonctionne. Ce qui fait que si un jour, bah, dans ton code, tu modifies un peu ta fonction, machin, tout ça, il y a ce test derrière qui s'assure en fait que ton code il est toujours fonctionnel et qu'il atteint toujours le but attendu. Voilà. De rien. On teste les fonctions, mais qui teste les tests? Ah, ah. Les IA. Alors, la fibre du dev. Euh, Ça vous tente un peu, une petite librairie de composants. Ça vous tente? Librairie de composants Daisy UI 5 et Tailwind 4 pour Vue.js. Ah ah! Ouais, eh ben voilà. Donc je vais vous renvoyer vers la fibre du dev, parce que pour moi c'est fini. On a quand même un petit peu dépassé du coup. C'était fort agréable. C'était très sympa. J'ai bien aimé voilà, de regarder une petite conférence pour démarrer un peu la soirée, ensuite faire de l'algo rigolo, comme d'hab, hein. Plus on avance en plus et plus on découvre des trucs, donc c'est cool. Très bien pour ceux qui aiment pas le front, mais veulent quand même un truc propre. C'est un peu ça. Je vais pas dire que j'aime pas le front, mais c'est pas le truc qui me passionne le plus. Et s'il y a des gens très compétents qui ont fait des outils pour me permettre d'avoir quand même un minimum un rendu cool, pour pas que ça leur pique les yeux, c'est plutôt sympa. Donc je vais raid la fibre du dev dans quelques instants, vous allez voir, c'est super cool. Quoi qu'il en soit, les petits rappels. Vous avez hop les commandes ici, si jamais ça vous intéresse. Notamment, hop, je refais un petit coup event avec le prochain live découverte
qui se passe dans une de nos salles de classe en ligne, donc sur Eventbrite, vous pouvez vous inscrire. C'est donc la découverte de la filière web générale, et ça se passe jeudi qui arrive à midi. Voilà, voilà. Pour ma part, moi, je vous retrouve jeudi soir, 19h30, 21h30 et plus si affinité. Je ne sais pas encore quel sera le thème, mais en général, je préviens Audrey et Louise qui font les petites annonces sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, hop, social, à rejoindre les réseaux qui vous plaisent le plus pour être tenu au courant, à follow la chaîne également si vous le souhaitez. Normalement, on vous envoie en avance, voilà, qu'est-ce qu'on fait ce soir. Et dans tous les cas, on fera de l'algo rigolo si on a le temps, mais normalement on en fera. Et voilà, voilà. Je pense que jeudi, on fera probablement encore de la conférence. Je vais essayer de chercher un truc un peu sympa. Faut pas que ça dure trop longtemps parce que normalement, je fais 1 heure, un peu, on discute, on fait un peu de veille, on regarde un truc, et ensuite, on fait de l'algo rigolo pendant 1 heure. Donc, faut que je trouve un truc un peu sympa, comme ça, on fera un peu de React, on discutera. J'essaierai de trouver un truc un peu cool, je sais pas encore quoi, mais voilà, un truc un peu que tout le monde peut comprendre, comme ça, on peut se poser. Si, voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'école, puisque mine de rien, ça reste quand même la chaîne de l'école, vous avez O'Clock. Vous avez notre site sur lequel vous retrouvez plein d'informations. N'hésitez pas si vous êtes curieux sur une filière ou autre. Nous avons des conseillers formation. Ça ne vous engage à rien du tout. Vous pouvez aller discuter avec eux, parler de votre projet, de ce que vous souhaiteriez faire. Ils pourront vous répondre autant sur les formations qu'on a, sur les méthodes de financement, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'était le petit message sponsor. Mais c'est toujours intéressant. S'il y a des gens que ça passionne et qui veulent faire une reconversion professionnelle, c'est toujours intéressant. Voilà, voilà. Des nouveaux programmes qui vont arriver aussi sur la chaîne très prochainement. Là, il y a eu lundi, il y a eu lundi matin un petit atelier sur comment voilà, écrire son CV, faire de la recherche d'emploi dans la tech, etc., faire son réseau, donc les bons conseils de base. Il y en aura prochainement très certainement d'autres, donc n'hésitez pas encore une fois, les réseaux sociaux, follow la chaîne, etc. Et on prévoit aussi d'autres formats autour du dev. Dans tous les cas, moi je vais vous renvoyer, je vous dis donc, à jeudi. Mais avec grand plaisir. Merci encore une fois pour votre présence. C'est cool parce que sinon ce serait vachement triste pour moi. Je m'amuserais avec les algos mais tout seul et vous ne pourrez pas me challenge parce que c'est vraiment votre challenge. Au final, on dit Hey André, t'as pensé à ce truc-là dans ton algo? Et du coup, on cherche et on trouve et on a le cerveau qui explose. Donc là, je vous envoie voir quelqu'un qui fait du vrai code, comme ça, pour les puristes. Et moi, je vous retrouve jeudi. Oh, Jeep! Mais c'est fou, c'est incroyable. On a eu Céline tout à l'heure et là, on a Jeep. Salut Jeep, j'espère que tu vas bien. Ouais, je prends 2 minutes quand même, mais ouais, bah c'est pas grave, jeudi, je suis là aussi. 19h30, 21h30. Incroyable. Jeep, un vieux de la vieille. Bon, pas vieux, mais en âge au clock. Un vieux en âge au clock. Je reviendrai un jour. Bah écoute, tous les mardis et jeudis, je fais ça. Sinon, il y a les rediffs si tu veux voir un petit peu ce qui se passe. Et on fait, voilà, on discute un peu et après on fait de l'algo rigolo. Ce soir, on a fait du Python, c'était sympa. Et là, je renvoie vers la fibre du dev qui s'amuse à faire du front en Vue.js. Eh ouais, les fondations, exactement. Exactement, à l'ancienne. Voilà, voilà. Ben, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Et puis, voilà, j'espère que tu repasseras. Yes! Merci d'être passé. Merci à tous. Je vous envoie. Ah, bah, c'est vrai qu'il faut que je clique sur le bouton. Euh, Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Décidément, un jour, j'arriverai à finir les lives en moins de 10 minutes. Très bonne soirée, passez un très bon moment avec la fibre du dev. Et je vous donne du coup rendez-vous jeudi 19h30. Prenez soin de vous, pensez à bien vous reposer et à très vite.